Alors là, c'est moi, j'attends mon métro en pleine grève RATP. C'est une reconstitution, hein, ce qui se voit au fait que dans le métro, l'électricité passe par les rails. Il n'arrivait pas, alors je me suis dit qu'il y en avait marre d'être pris en otage. Mais c'est bizarre de se dire ça, parce que c'est manifestement faux. Je suis pas physiquement détenu. Petit coup d'œil aux chaînes d'infos. Il n'est pas normal que l'organisation syndicale puisse prendre en otage le pays. C'est ce que la droite et les journaux sérieux, comme Le Figaro, répètent depuis des années. La CGT, c'est un syndicat qui est en vrille, qui est parti en sucette et qui a pris en otage les Français. Prendre en otage les Français, les usagers et notre économie. En otage les consommateurs. En otage notre démocratie. En otage la vie publique, en otage la population, en otage l'euro. Prendre en otage, pris en otage, Burkini. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un lien. À force de l'entendre répéter, ça finit par rentrer. Du coup, face à cette situation, la description en termes de prise d'otage, c'est la première qui nous vient à l'esprit. J'ai même une théorie là-dessus. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un framing effect. Un quoi ? Un effet de cadrage, c'est-à-dire que notre jugement sur un événement est influencé par la présentation qui nous en a été faite. Or, toute présentation médiatique met en relief certains aspects de l'événement et en laisse dans l'ombre d'autres. Ça n'a pas pour effet de nous faire adopter une opinion précise, mais ça a pour effet d'éliminer des opinions possibles, de les mettre hors cadre, opinions qui auraient pu se fonder sur les éléments qui ont justement été écartés. Tout ça est quand même terrifiant. On va voir que la grève tente à être pensée sous le seul aspect de la gêne causée aux usagers. Le contexte général et les raisons de la grève ont tendance à être placés hors cadre. Après les inondations de septembre, après la neige, après les vacances, c'est la grève. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que au lieu de pousser à réfléchir et à affronter la contradiction qu'on peut sentir en soi entre l'envie de dire « je comprends leur lutte » et plutôt celle de dire « putain, qu'est-ce qu'ils m'emmerdent », ce cadrage renforce l'hostilité à toute grève. C'est la logique de la grève et surtout de la grève radicale. Voilà. Et quand on va au bout, on va trouver même des zadistes. Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi on peut être amené à parler de prise d'otage. Mais d'abord, deux préalables. Posons que ça fait chier. Ça fait chier de faire la queue pendant des heures pour du carburant, ou d'attendre des heures sur le quai de sa gare, ou encore de marcher dans des rues où débordent des poubelles non ramassées. Sachons ensuite faire des différences. Ça, c'est une prise d'otage, un crime. Ça, c'est une grève, l'exercice d'un droit à valeur constitutionnelle. Ça, c'est un terroriste. Ça, c'est un syndicaliste. Quand vous entendez preneur d'otage, moi je sais ce que c'est qu'un preneur d'otage. C'est quelqu'un qui vient de Kalachnikov, qui tire sur les autres et qui prend des gens en otage en menaçant pour obtenir quelque chose. Ça, c'est un preneur d'otage. Moi, ce que j'ai vécu le 13 novembre avec les 1500 autres personnes, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir avec une grève où vous êtes bondé dans un wagon. Ça, c'est un chien de garde prêt à mordre. Ah bah ça aussi, du coup. On se demande d'une certaine façon jusqu'où ça peut aller. Le contexte de tout ça, c'est la grève. En arrêtant le travail et sa propre production, on cherche à convaincre son employeur, l'interlocuteur, qu'il soit gouvernemental ou qu'il soit employeur privé, de s'asseoir à une table de discussion et d'examiner ce qui pose problème. Le coût de la vie, la difficulté d'emploi, etc., etc. Ou l'opposition à un projet gouvernemental. C'est un rapport de force. Je ne touche plus mon salaire. L'entreprise ne fait plus ou moins de profit. Et on voit qui cède le premier. L'onde de choc de la grève est variable. En un sens, toute grève touche des innocents, les clients de l'entreprise. Mais une grève dans certains types d'entreprises est d'emblée d'une bien plus grande ampleur. Pensons à des entreprises de réseau, de transport ou d'énergie. Ou encore une grève dans les services publics. Ces actions peuvent paralyser des pans entiers de l'économie, voire toucher la société dans son ensemble. Et c'est là qu'apparaissent nos fameux otages. Une prise d'otage met en relation trois pôles. Un preneur d'otage, qui veut obtenir quelque chose d'une cible, personne ou institution, et un otage, par l'intermédiaire duquel le preneur d'otage fait pression sur sa cible. À la relation binaire gréviste-direction va donc s'ajouter un autre pôle, les clients, les usagers ou le reste de la population. On peut le concevoir comme un dommage collatéral, c'est-à-dire qu'il y a une grève, et il se trouve que des clients, des usagers sont embêtés, mais c'est involontaire. Mais on peut aussi le voir comme une véritable stratégie, et prendre au sérieux l'expression de prise d'otage. Une stratégie qui consisterait à impliquer un quatrième pôle, les pouvoirs publics ou l'État, qui sont des acteurs suffisamment puissants pour faire pression sur la direction de l'entreprise. De sorte que on aurait des grévistes qui, par l'intermédiaire des usagers, des consommateurs, des clients, font pression sur l'État en attendant de lui qu'il fasse pression
sur la direction de l'entreprise. C'est toujours pallier, en passant par l'État, l'absence d'un interlocuteur patronal. Et là, dans les conflits qu'on a évoqués, c'est typique. Les salariés arrivent, les grilles sont fermées, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'employeur. Il y a énormément de situations de ce type-là en France qui, évidemment, énervent les gens et les conduisent à faire monter un peu les enchères. Bon, et dans les grèves de fonctionnaires, évidemment, c'est l'État qui est directement visé. Ça veut dire que quand on se met en grève, quand on utilise son arme principale, quand on est un travailleur, c'est-à-dire la grève, bloquer son outil de travail, bloquer une partie de l'économie, ça marche et qu'en face, le gouvernement est obligé de reculer. Or, l'État, dont le rôle est d'assurer l'ordre, a tendance à être légèrement hostile à la grève, de sorte qu'il va falloir le pousser un petit peu. Pour ça, la technique consiste à coupler une dimension économique, bloquer le plus possible de secteurs de l'économie, avec une dimension idéologique, interpeller l'opinion publique. Lorsque les syndicats ou les salariés veulent faire venir les médias sur place, c'est pas pour se montrer dans la télévision. Il y a des effets d'opinion publique qui leur sont favorables, c'est sûr, mais la deuxième raison, c'est que ça oblige les pouvoirs publics à sortir du bois. Ça implique, de fait, les pouvoirs publics. Alors tout le problème et le risque, vous voyez, c'est que c'est un petit peu tendu, parce que on va chercher à interpeller l'opinion publique, à mobiliser les autres citoyens, en les faisant chier. Comment on leur explique ça? Donc on se demande bien pourquoi ils font chier. Comment donc faire comprendre aux autres citoyens qu'ils sont en effet à la fois utilisés pour faire pression, mais qu'il est aussi possible de dépasser la polarisation stricte otage-preneur d'otages? Ce sont les citoyens qui risquent de se retourner contre vous, là, l'opinion publique. Il s'agit d'obtenir la sympathie et l'adhésion en montrant que la gêne que subissent les gens neutres ou hostiles au mouvement n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Empêcher les touristes, empêcher les spectateurs, vous allez faire des actions qui vont coincer la France. On veut empêcher le gouvernement de faire passer cette loi. Cette sympathie pour le mouvement peut s'obtenir de différentes façons. Par exemple, en montrant que tel changement dans les conditions de travail va détériorer la qualité du service rendu. La plus grande crainte des infirmières, que la dégradation de leurs conditions de travail finisse par peser sur les patients eux-mêmes. Ou encore, quand le mouvement s'oppose à une loi, en montrant que tous les secteurs seront concernés. Et j'appelle les salariés des autres secteurs économiques à nous rejoindre dans la grève de manière à obliger le gouvernement à retirer cette loi qui sera une catastrophe pour l'ensemble du monde du travail, y compris pour les automobilistes qui aujourd'hui font la queue aux pompes. Ou encore, en invoquant des considérations plus générales de justice, même si les citoyens extérieurs au mouvement n'ont pas leur intérêt directement lésé. L'idéal étant que les gens se disent que la cause de leur dérangement, c'est l'adversaire du mouvement social, non le mouvement social lui-même. Je pense que les passagers doivent montrer du doigt les bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est des salariés comme les autres, et pour se faire entendre, on n'a pas d'autre choix que de faire la grève, et en travaillant sur un aéroport, forcément, ça touche des passagers. C'est eux que vous pénalisez. Oui, mais en même temps, j'aimerais qu'ils retournent l'argument à la direction. On est depuis plus de 2 mois en négociation. Mais le problème, c'est que les rapports sociaux ne sont pas transparents. Il n'existe pas une démonstration limpide permettant de prouver qu'il est bon de se rallier à tel ou tel camp. Les rapports sociaux, la manière dont on perçoit les autres, passent par le prisme d'images, de préjugés, de discours, de symboles, etc. L'enjeu, en plus d'être matériel, bloquer la production, va donc aussi devenir symbolique, maîtriser les représentations. Je crois qu'il y a une partie du mouvement qui sait aussi capter ces opportunités et tenter de transformer la scène médiatique en une ressource plutôt que de la laisser entièrement aux communicants. Or, dans nos sociétés, s'il existe bien une banque centrale de représentation, ce sont les médias. Et donc mon hypothèse, c'est que le cadrage proposé par ces grands médias qui structurent l'espace public est celui d'un dialogue de sourds entre des preneurs d'otages et le reste de la population. Dialogue de sourds qui empêche toute jonction. Des grèves d'un autre siècle. Évidemment, le protagoniste principal de toute cette affaire, c'est le gréviste, le membre du mouvement social, le protestataire en général. Et ici, le cadrage imposé va tendre à le dépouiller de son autonomie intellectuelle, c'est-à-dire de ses capacités à suivre des principes rationnels. Et en niant ainsi la capacité du mouvement social à obéir à des motifs rationnels, on va pouvoir parler à leur place et on va pouvoir s'épargner d'évaluer leur raison d'agir. La mobilisation, elle vous a quand même déçu, j'imagine. Et c'est ce que vont faire les analyses journalistiques, en prétendant d'ailleurs révéler les véritables ressorts de l'engagement des militants. C'est un syndicat franco-français, replié sur lui-même, souverainiste, qui tient un discours souvent très proche de celui du Front National. On va voir qu'une succession de cadrages dessine le protestataire type selon les médias, c'est-à-dire grosso modo le protestataire conforme à leurs préjugés.
Évidemment, le résultat, c'est que quelqu'un qui voudrait comprendre sincèrement quels sont les motifs des grévistes et les motifs du mouvement social ne peut pas vraiment le faire. On a le sentiment qu'il y a une radicalisation. Cette dépossession du sens de l'engagement militant s'effectue d'abord dans un portrait général du mouvement social. Celui-ci est dépeint soit comme un bloc monolithique aux ordres, comme une troupe, soit comme une collection d'individus émeutiers, soit par un portrait individualisé, le fameux suivi de la journée d'un gréviste, soit par la personnalisation spectaculaire, typiquement la bataille des chefs. Mais vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur d'un spectacle qui est douloureux et épuisant pour les Français. Dans tous ces cas, il est impossible de penser le principe de l'organisation autour de valeurs communes, d'une histoire, d'intérêts rationnels. Dans chaque cas, on voit qu'il est difficile de comprendre pourquoi il se forme un « nous » et pas seulement une juxtaposition de « je ». On ne comprend pas comment une action collective peut émerger de ces psychologies individualisées. Finalement, leur comportement relève moins de l'action politique que de celui d'une meute, et pour cette raison, on va se sentir autorisé à ne pas évaluer la pertinence de leurs motifs. On a le sentiment qu'il y a la possibilité d'un glissement. Deuxième type de cadrage, on va retrouver ce mépris pour les argumentaires dans ce que j'appellerais le dilemme du concerné, que tout sympathisant d'un mouvement social se doit de passer. Concernant le fait que les agents d'EDF ne soient pas concernés ? Ce dilemme est le suivant. Ou bien vous êtes directement concerné, mais dans ce cas-là, vous êtes des égoïstes corporatistes, des minorités privilégiées, et votre grève est illégitime. Notre pays n'a pas besoin que des minorités bloquent le pays. La France sociale archaïque, extrêmement négative. On a une minorité qui est en train de bloquer le pays. C'est vieux, c'est ancien, c'est conservateur. Évidemment, qu'importe si les avancées obtenues le sont pour tout le monde, y compris celui qui les insulte devant sa télé. Ou bien vous n'êtes pas directement concerné, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas non plus légitime. C'est de la manipulation, de l'idéologie, du suivisme, ou bien le délire de paranoïaque se sentant menacé. Qui sont les gens qui manifestent et qui bloquent le pays? Ce sont des gens qui ne sont pas concernés par la loi qui est en cours de discussion. On part sur la loi travail, on fait un détour par les conflits des cheminots qui n'ont rien à voir avec la loi de travail, ou des pilotes qui ont encore moins à voir. Et on finit par le conflit des éboueurs. Comme si aucune solidarité ne pouvait exister, et encore moins des considérations politiques abstraites sur l'intérêt général. Donc du coup, que vous soyez concerné ou pas, rentrez chez vous. C'est quoi votre prochaine étape? Et dernière forme de cadrage, y compris quand la parole est donnée à un gréviste ou à un membre du mouvement social, cette parole va être cadrée dans le déroulement même de l'interview. C'est vers ça que vous tendez aussi, ce type de situation qui dégénère? Si vous êtes attentif aux questions que posent les journalistes, vous verrez qu'elles contiennent toujours une interprétation de la situation. Et ces questions piégées suggèrent déjà un cadre de compréhension. Vous n'avez pas peur que sur certains lieux, ça dégénère, où tout est cadré, les consignes sont données pour que ça se fasse dans le plus grand calme? Elles contiennent toujours un certain nombre de postulats sur lesquels l'intervenant est sommé de s'expliquer. Par exemple, le mouvement social est d'emblée considéré comme impopulaire et minoritaire. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les Français vont beaucoup vous en vouloir de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment à votre avantage ce qui se passe? Ou encore, il a un lien avec la violence. Ces débordements, mais est-ce que vous en assumez une forme de responsabilité indirecte? Il n'y a absolument aucune responsabilité de la CGT dans les débordements. Ou encore, on constate déjà un essoufflement. La mobilisation, elle vous a quand même déçu, j'imagine. Est-ce que ça n'est pas la fin du mouvement? Pas du tout. Le mouvement, il s'essouffle ou il dégénère? Depuis le 2 avril, dans les médias, on utilise cette rhétorique de l'essoufflement. Et on voit bien que ça fait déjà 3 mois. C'est peut-être en partie une construction médiatique, mais qui a des effets parce que ça fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, on dit il n'y a plus personne dans les manifestations, il n'y a plus personne dans les rues, tout ça est fini. Et les gens se disent ah bon, bah c'est fini, bon bah je reste chez moi. Les gens. On remarquera, et c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, que ces questions sont toujours posées à partir d'un « on ». C'est jamais le journaliste qui dit « moi je pense que », mais il fait toujours comme si c'était l'opinion publique qui parlait par sa bouche. Comme si lui, il s'effaçait de manière neutre, objective, derrière la majorité silencieuse, l'opinion publique, qui va poser ces questions à travers sa bouche. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on vous taxe de preneurs d'otages? Est-ce que vous n'avez pas peur que les consommateurs se retournent contre vous au fond? Alors, est-ce que vous ne craignez pas quand même que ça se retourne contre vous du côté des consommateurs? Je réitère ma question. Et je soutiens qu'en se pensant comme les interprètes neutres de l'opinion publique, les journalistes dissimulent en fait leurs propres préjugés derrière un « on » qui se veut anonyme.
On peut avoir le sentiment, et est-ce que d'une certaine manière vous ne profitez pas du climat social tendu autour de la loi travail pour faire avancer et pousser d'autres revendications? Et ce qu'on va essayer de montrer maintenant, c'est que les médias provoquent en partie les réactions qu'ils croient pouvoir anticiper. Par un effet performatif, ils vont faire advenir les croyances qu'ils croient découvrir de manière neutre. On ne parle jamais des usagers. Le deuxième protagoniste dans cette histoire, ce sont les travailleurs, les consommateurs, qui sont victimes de cette prise d'otage. Alors les usagers s'adaptent et parfois s'agacent. On va retrouver ici le phénomène du cadrage, c'est-à-dire cette manière de présenter les faits sous une certaine perspective. Et la figure qui va incarner, qui va rendre concret ce cadrage, c'est celle du fameux usager interrogé dans les micro-trottoirs. Il va incarner à ce point ce cadrage, ces préjugés journalistiques, qu'il va être la preuve vivante de l'opposition entre les grévistes et les gens ordinaires. Le tour de passe-passe médiatique consiste à faire croire que l'usager du micro-trottoir vaut comme citoyen, comme exemplaire neutre de la majorité silencieuse. Choisi au hasard, sa parole est libre, représentative, en tout cas davantage que celle d'un syndicaliste suant qui, lui, est idéologisé. Lui, il n'est pas libre de sa parole. L'usager du micro-trottoir, il n'est personne, donc tout le monde. Il est l'intérêt général faisant face à l'égoïsme d'une minorité. Il est la majorité silencieuse. Mais en réalité, cette majorité silencieuse, elle ne parle pas. On la fait parler. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on vous taxe de preneur d'otages? Interrogé en pleine rue, énervé, dans l'empressement, on dit la première chose qui nous passe par la tête. Et la première chose qui nous passe par la tête, c'est ce que l'on entend répéter à longueur de journée dans les médias. C'est toujours les mêmes qui sont pris en otage, comme on dit. Qu'est-ce que je dis de plus hein. Et voilà comment l'expression suremployée dans les médias par les hommes politiques ou les journalistes se retrouve dans la bouche des gens ordinaires. Et du coup, les journalistes sont contents, ils ont l'impression de vérifier leur description. Ils ne s'aperçoivent pas du tout du caractère circulaire de cette vérification. En fait, ils trouvent dans la réalité ce qu'ils ont contribué à y mettre. Prise d'otage, c'est pas un peu fort, c'est pas un peu exagéré? Écoutez, si vous interrogez les Français qui sont concernés ou les touristes qui sont concernés, franchement, c'est exactement le sentiment qu'ils ont. On pourrait dire en une formule forte que l'usager n'existe pas. C'est une figure construite médiatiquement. L'usager, c'est en fait l'habitude incarnée. L'habitude, c'est le fait d'agir selon notre rôle, métro, boulot, dodo. Accomplir notre fonction, rien de plus. Mais dans la réalité, les individus ont plusieurs facettes. Ils ne se réduisent pas à être un travailleur ou un consommateur. Ils sont embêtés par la grève, certes, mais pensent aussi, par exemple, à la détérioration de l'hôpital public. Mais englué dans l'habitude, je ne vais pas penser à l'ensemble de ces facettes. Ce qui réagit, c'est la partie de moi qui est emmerdée. Le gars qui va au travail, celui qui passe un examen, etc. En démocratie, le citoyen, c'est l'individu en tant qu'on lui demande de délibérer activement sur des questions qui ne concernent pas directement son ressenti ou son intérêt personnel à court terme. Or ici, on réduit le non-gréviste à un individu passif, appelé usager, mais en fait pensé sur le modèle du consommateur. Est-ce que vous n'avez pas peur que les consommateurs se retournent contre vous, au fond? On ne lui demande pas vraiment ce qu'il pense des motifs politiques de la grève. Non, en fait, on l'interroge sur l'accès à un bien ou à un service. Et évidemment, il répond qu'il est dérangé. C'est les bordels, comme d'hab. Je ne réagis pas très bien. Finalement, le cadrage général qui se dégage, c'est une vision cloisonnée de la société. Je reprends ici les analyses de Barthes. On a une société compartimentée, gréviste versus non-gréviste, gréviste versus usager de la route, usager des transports, parents d'élèves. Ces compartiments sont étanches, ils sont isolés les uns des autres. En otage les consommateurs, les usagers. L'euro compartimenté à tel point qu'on en finit par croire qu'une loi qui touche tous les salariés ne concerne en fait que quelques grévistes, ou bien qu'une réforme des retraites ne concerne en fait que quelques syndicalistes gueulards. On ne parle jamais des usagers. Cette pagaille sociale-là va décourager encore des gens. Donc voilà pour les deux grands protagonistes censés s'opposer dans cette histoire. Il y a l'euro qui arrive, c'est un moment de communion nationale. Mais non, c'est pas grave, on fera grève. Voilà. Et puis il y a cette espèce ces horribles inondations. Vous voyez tous ces salariés qui ne pensent qu'à rentrer chez eux, dans quel état ils vont trouver la maison, qui sont complètement paniqués. Et là, il y a grève. C'est un manque de respect. Voilà. À un plus haut degré d'abstraction, Barthes montre comment le discours anti-grève découpe dans l'enchaînement historique
la séquence qui l'arrange, pour ne retenir que le tort causé à l'usager, au détriment de séquences historiques plus longues. On ne regarde pas ce qui se passe en amont, comme si on se mettait en grève par plaisir, sans raison. Il faut prendre en considération les rapports d'inégalité propres au système capitaliste. Rapports défavorables que la grève tente de contrebalancer. D'ailleurs, on pourrait se demander si l'expression de prise d'otage ne conviendrait pas mieux à des situations de chantage à la délocalisation. Aujourd'hui, c'est un chantage dans l'emploi. Aujourd'hui, on prend les salariés en otage parce que c'est soit on signe, soit on met en place un PSE, soit aujourd'hui on met aussi en place une délocalisation. Ou encore pour désigner l'emprise du système bancaire sur nos vies. Les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage pluriel et amoral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Mais on ne regarde pas non plus en aval, puisque concentré sur l'événement, on néglige les effets lointains de l'établissement d'un rapport de force construit dans la durée. On ne voit donc pas que la multiplication et la succession des grèves contribuent à l'amélioration de la condition des travailleurs. Je vous dis ça sans démagogie, c'est dans ces descriptions qu'on fait et dont on peut comprendre grâce à vous les tenants et les aboutissants, on ne parle jamais des usagers qui se retrouvent quand même au milieu. La formule, elle est classique, mais en effet prise au piège. C'est justement en restituant à l'événement grève ses tenants et ses aboutissants qu'on peut rappeler qu'elle est bien adressée aux employeurs ou à l'État. On sait même plus pourquoi maintenant alors. Pour cela, le travail de persuasion doit donc à la fois combattre cette vision cloisonnée de la société, mais aussi sur le plan individuel, cette réduction de soi au seul consommateur qui attend d'être servi. Mais si on regarde bien, il y a dans la grève quelques éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Jusqu'où, selon vous? D'abord parce qu'elle est la démonstration en acte de la capacité des travailleurs à s'unir. Les puissants raffolent de l'isolement et de la résignation. Voir les gens s'unir pour penser collectivement leurs conditions d'existence, ça fait peur. Et par la même occasion, on découvre que si les travailleurs stoppent le travail, rien ne se fait. Oui, c'est quand nous, on arrête de bosser, quand on arrête de construire vos voitures, quand on arrête de vous transporter, quand on arrête de vous soigner. Oui, la France s'arrête et l'économie s'arrête parce que c'est nous qui faisons tout tourner dans cette société. Ensuite, parce qu'elle met en évidence l'interdépendance des différents secteurs de l'économie. Si un secteur s'arrête de travailler, ça provoque des réactions en chaîne. Bizarrement, c'est dans ces moments que les médias se rappellent qu'il y a des gens à la campagne qui ont un besoin vital de la voiture et du carburant. Ou que les chauffeurs-livreurs, par exemple, sont une profession vulnérable, rapidement prise à la gorge. Enfin, parce que la grève suspend le fonctionnement habituel de la vie sociale. Elle perturbe la petite routine quotidienne, celle où on se contente de jouer notre rôle, celle où on oublie qu'on est une intrication complexe d'intérêts. Et donc c'est le moment de s'apercevoir que ces différents ensembles ont peut-être une intersection. J'ai besoin de mon métro, mais je suis aussi un salarié qui bénéficie des avancées sociales obtenues par les grévistes. De son côté, le gréviste n'est pas qu'un militant emmerdeur professionnel dont toute l'existence consiste à cramer des palettes pour les barbecues CGT. Il a aussi des enfants qui passent le bac, il prend aussi le métro, etc. C'est pas la même chose, hein. Les médias ne font pas partie du gouvernement. D'accord. Prendre ainsi en otage les consommateurs, notre économie, notre industrie. En fin de compte, j'ai l'impression que le fond de l'affaire, c'est l'approche purement technicienne de la situation. L'économie continue-t-elle à fonctionner? Le consommateur est-il servi? Si on pose ce genre de questions, évidemment, l'expression « prendre en otage » est vraiment séduisante. Parce qu'on n'est pas en tête de tous les cortèges et combats d'arrière-garde,
On ne nuit pas à la croissance et aux emplois sans en payer un jour l'addition. Alors sachons imposer une autre lecture, une lecture politique. On a affaire à des sujets politiques qui défendent des droits ou cherchent à améliorer la société et veulent faire reconnaître leur lutte comme légitime auprès d'autres sujets politiques. Et ça paraît incroyable, c'est-à-dire qu'on se demande comment ça prend de telles proportions. Avec pour visée ultime la réunion de figures, de personnages qui ont été séparés artificiellement. Or, on ne peut pas se prendre en otage soi-même. Parce qu'on peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas tromper une fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. Une personne, mais on peut pas tromper... Bah non, ça je l'ai déjà dit.